Sechet Moed Katan Davav. En fait, on avait expliqué que, on avait dit dans une braïta, s'il y a un terrain où il y a des arbres, alors c'est sûr que le terrain a d'abord été labouré, et donc s'il y avait une Toum'a, elle est plus midéoraïta, c'est-à-dire on n'est plus dans un cas où on risque de passer sur la Toum'a qui est en dessous le champ, on est seulement dans un cas où la Touma doit être dans le champ, elle doit être juste en superficie, et parce que ça a été labouré, donc il y a des ossements, ils sont remontés à la surface, et donc pour pouvoir passer, il faut juste souffler par terre, et un peu écarter la poussière, un peu la terre, et voir s'il n'y a pas d'os. S'il n'y a pas d'os, on peut marcher dessus, et il n'y a rien à craindre. Maintenant, s'il n'y a pas d'arbre dans ce terrain, alors il ne faut pas passer là-bas. Pourquoi? Parce que le terrain apparemment n'a pas été labouré, et donc effectivement, si on passe dessus et qu'il n'y a pas de tsioun, on n'a pas signalisé l'endroit où il y a une tombe, alors on prend le risque de n'importe quel endroit de ce terrain de se retrouver à enjamber une tombe. Alors après, la Gemara avait dit, mais alors peut-être qu'on devrait craindre que, effectivement, les arbres, il y a des arbres dans ce terrain, mais les arbres sont au milieu du terrain, et le kéver est à l'extrémité du terrain. Et donc on n'a rien gagné. Parce que même si on a des arbres, ça ne prouve pas que tout le terrain a été labouré. Et peut-être que l'endroit qui était labouré, en fait, il n'y avait pas de tombe. Et c'est là où on a fait pousser des arbres. Mais à l'extrémité du terrain où il y a la tombe, elle n'est pas signalisée. Et donc si on passe dessus, on prend la toum'a. Et donc si on passe là-bas avec des corbanotes, et ben les corbanotes, il va falloir les brûler, on ne pourra pas les utiliser. Alors on avait répondu que Oula nous avait dit que les arbres sont à l'extrémité du terrain. Et donc ça nous prouve en fait que le terrain, c'est sûr que le mort n'a pas été enterré à l'extrémité du terrain puisqu'il y a des arbres à l'extrémité du terrain. Et la Gemara donc reprend la question. C'est là où commence le Dafvav. Vedilma tum'a migava ivelanot mibarai. Mais peut-être alors finalement que on est dans une situation inverse de ce qu'on avait dit plus haut, c'est-à-dire que le kéver est à l'intérieur du terrain et les arbres sont à l'extrémité du terrain. Et donc là où on a labouré pour planter les arbres, eh ben c'est pas là-bas où il y avait la tombe, puisque la tombe apparemment elle serait peut-être au milieu du terrain. Et donc on n'a rien gagné, ça nous prouve rien le fait d'avoir des arbres, de nous dire qu'en fait on a labouré tout le champ, et si jamais il doit y avoir une tombe, forcément c'est des ossements qu'on verrait à la surface, et on pourrait s'en écarter. Et la Gemara répond, Bemesubachim. Donc la Gemara nous dit en fait finalement on parle de quel cas? On parle d'un champ où tous les arbres sont un peu mélangés, de manière à ce que dans tout le champ il y a des arbres. Et donc forcément, on pense qu'on a dû labourer tout le champ. Et on n'est plus en situation où on craint que la tombe est en dessous encore le champ. Et donc juste en soufflant, on peut tirer un trait sur le risque d'avoir marché sur une tombe. Veibaretema, une deuxième réponse. Ha amran en marchikin tziun mimekom tum'a kede shelo leafsid et eret Israël. Donc si tu veux que je te dise, on n'est pas forcément dans une situation où tout le champ est rempli d'arbres, même si on est dans une situation où les arbres sont à l'extrémité et pas au milieu, on peut quand même passer au milieu du terrain en soufflant. Pourquoi? Parce que quand on a dit qu'on n'a pas à écarter la signalisation trop loin de l'endroit de la Toum'a, pourquoi? Pour ne pas être mafsid eret Israël. Parce que si on signalise trop loin, on prend trop on prend pas de risque et on signalise un périmètre trop grand par rapport à le risque où il risque d'avoir une tombe, alors forcément tous les routes d'Eret Israël, tous les chemins d'Eret Israël vont être interdits à la circulation parce que forcément il y a toujours plus ou moins des tombes par-ci par-là. Et donc c'est pour ça que quand la signalisation est proche des arbres, ça veut dire qu'on considère que la Toum'a était là-bas et on a labouré pour donc finalement l'endroit où il y a les arbres, c'est là où il y a eu la Toum'a, et donc on a dû labourer pour pouvoir planter ces arbres, et donc la Toum'a n'est que superficielle, et en soufflant on est sûr de pas avoir marché sur la tombe.
Parce que si la Touma était au milieu du champ et les arbres à l'extrémité, alors où on aurait signalisé? Au milieu du champ, pas à côté des arbres. D'accord? Donc c'est pour ça que même si les arbres sont à l'extrémité du champ, tout dépend de là où on a la signalisation. Si on a la signalisation à côté des arbres, eh ben forcément c'est que la tombe était là-bas et donc ça a été labouré. Mais le chidouche ici, de la deuxième réponse, c'est que même si la signalisation elle est au milieu du champ et les arbres à l'extrémité du champ, eh ben on considère que même au milieu du champ ça a été labouré et qu'on n'est pas dans une situation où on signalise une tombe qui est en dessous. On considère que tout le champ a été labouré et si on a signalisé là-bas, c'est pour ne pas écarter trop loin la signalisation de la tombe pour ne pas bloquer les gens de pouvoir circuler tranquillement en Eretz Israël. La Gemara nous dit, donc dans la suite de la Braïta, on avait dit plus haut dans le Dafé, si on a trouvé un champ qui est signalisé, mais on ne sait pas ce que c'est, alors Rabbi Yehuda Omer, Ad sheyesham zaken ou tamid. Donc tout le champ est considéré comme tamé, tant qu'il n'y a pas un ancien de la ville ou un Tanit Racham qui pourrait nous indiquer, et qui est donc digne de confiance, la raison de cette signalisation. Les fichiers Enakol Beki'in Badava, parce que pas tout le monde est expert en la chose pour pouvoir nous dire pourquoi on a signalisé à cet endroit quelque chose. Amarabaye Shmarmina, Surba Merabanan Beika Bemata, Kol Mile Demata Ale Ramia. Donc la Gemara nous dit, de là on voit de Rabbi Yehuda qu'un Tanit Racham qui se trouve dans la ville, tous les sujets concernant cette ville sont sous sa responsabilité, parce que lui il est baki dans les halachot, et donc c'est lui qui a sûrement signalisé les terrains qu'on trouve autour de cette ville, parce que c'est lui qui sait comment trancher dans tous les sujets de Touma Vetahara. Amar Rabbi Yehuda, Matza Even Metsuyenet, Tartea Tamé. Alors, Rabbi Yehuda nous dit, si on a trouvé une pierre où il y a dessus de la chaux, donc de la couleur blanche, quoi, pour signaliser une tombe, alors Tartea Tamé. Donc seulement ce qui est en dessous cette pierre, c'est Tamé. Maintenant, Shtaï, s'il a trouvé deux pierres une à côté de l'autre, toujours signalisées avec de la chaux, alors, bien sûr qu'en dessous chaque pierre c'est Tamé. Maintenant, entre les deux pierres, quel est le din? Im yeshsid benehem tamé. S'il y a de la chaux aussi sur le sol, pas seulement sur les pierres, mais aussi sur le sol entre ces deux pierres, alors ça veut dire que même cet endroit est tamé. V'imensid benehem taor. Et s'il n'y a pas de chaux entre les deux pierres, alors c'est seulement en dessous la pierre que c'est tamé, mais entre les deux pierres, c'est pas tamé et on peut circuler. Ve'af al-gavdeleka choresh, la Gemara nous dit, et même quand entre les deux il n'y a pas de cide, de chaux, alors est-ce qu'on va dire que l'endroit qui est entre les pierres il est tahor, même si on n'a jamais labouré là-bas? Voici que la Braïta nous dit, si on a trouvé une pierre signalisée, alors l'endroit qui est en dessous cette pierre il est tamé. Shtaim, s'il y a deux pierres proches l'une de l'autre, qui sont les deux signalisées, im yesh choresh benehem taor. Seulement s'il y a un siman de labourage entre les deux pierres, alors on considère que c'est taor. Ve'im lav, si ça n'a pas été labouré entre les deux pierres, donc même si c'est pas signalisé avec de la chaux en fait, benehem tamé, c'est tamé. Pourquoi nous ce qu'on vient d'apprendre, c'est entre les deux pierres. S'il y a de la chaux entre les deux pierres, c'est que c'est tamé. S'il n'y a pas de chaux, tu peux marcher. Je dis non, c'est pas seulement s'il n'y a pas de chaux, tu peux marcher. Si ça n'a pas été labouré, tu peux pas marcher, même si c'est pas signalisé. Alors voilà, donc il faut voir le siman sur le champ. La Gemara répond à Marat Papa, Acha ke shehasid shafour al rachehen vemerude lekan ou lekan. Alors, Rav Papa nous dit dans la Braïta quand on nous enseigne que si on n'a pas labouré entre les deux pierres c'est tamé, alors c'est parce que on voit que
la chaux, donc le principal de la chaux se trouve sur le haut des pierres. Et un petit peu a été versé sur le sol à côté de la pierre. D'accord? Il y a deux pierres, la chaux est bien visible sur la pierre, mais on voit un peu de chaux qui a touché le sol à côté de cette pierre. Et donc là, on a un safek. Si ça a été posé, c'est-à-dire ça a juste versé par mégarde sur le sol, ou ça a été fait exprès qu'on a mis de la chaux sur le sol. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, si entre les deux pierres, il y a une trace que ça a été labouré, alors benehem tahor, entre les deux pierres, c'est tahor, be'emur, mechamat choresh ou deiklat. Parce que là, on va dire que c'est parce qu'on a labouré entre les deux pierres, alors la chaux qui était sur les pierres, elle est tombée entre les deux pierres. Ve'ilo, et si on n'a pas labouré entre les deux pierres, si de benehu, ça veut dire que la chaux qu'on a mis au sol, on l'a mis exprès. C'est pas que ça a coulé de la pierre, c'est qu'on l'a mis exprès sur le sol pour montrer que c'est l'endroit de la touma, vétamé. Et donc tout ce périmètre entre les deux pierres sera tamé. Amar Rabbi Yassi, donc une autre halakha concernant la signalisation des kvarot. Amar Rabbi Yassi, metzar echad metsuyan hu tamé. Rabbi Yassi nous dit un champ qui est. Alors c'est quoi metzar? Metzar, ça veut dire c'est un endroit qui est haut autour du champ. Vous savez, où on peut faire une délimitation d'un champ avec une barrière, ou en remontant la terre à l'extrémité du champ. Et là, on a une délimitation un peu naturelle. Donc c'est ça un metzar. Alors metzar echad metsuyan, si sur ce metzar, sur cette extrémité du champ qui est remontée, donc la terre qu'on a fait remonter, on trouve de la chaux, wutame, ça veut dire à cet endroit, il y a une tombe. Vechol asade kula teora. Et tout le reste du champ, il est taor. D'accord? Maintenant, shnaim, si sur deux délimitations du champ, on trouve de la chaux, c'est à ces endroits où il y a une touma, vechol asade kula teora. Et tout le reste du champ est taor. Shlosha, maintenant si sur les trois côtés de la délimitation du champ, on trouve de la chaux, donc hem temeim vechol asade kula teora. Donc encore une fois, c'est au niveau de la délimitation qu'on pense qu'il y a une touma, et le reste du champ est taor. Arba'a, alors là c'est le contraire. Hen teorin vechol asade kula tmea. S'il y a quatre côtés du champ qui sont à l'endroit de la délimitation du champ où il y a de la chaux, c'est pour nous dire que c'est au niveau de la délimitation que c'est taor, et tout le reste du champ, c'est tamé. Au lieu de mettre de la chaux sur tout le reste du champ, on en met qu'aux extrémités, et donc on a exclu les extrémités de la touma, alors que c'est là-bas où il y a de la chaux, et c'est au milieu du champ en fait que c'est l'endroit où il y a la touma. Des amarmar, parce que donc la Gemara nous dit en machikin tiumi comme touma chez l'oléapti d'Eteret Israël. Parce qu'on a le klal de ne pas écarter trop loin la signalisation de l'endroit de la tombe pour ne pas que les gens ne puissent pas circuler librement en Eretz Israël. Donc ici, quand on a mis la chaux au niveau de la délimitation du terrain, c'était pour nous dire en fait que toute la touma se trouve au milieu du champ et on peut circuler même sur la délimitation. Et pourquoi on a mis de la chaux seulement à la délimitation? Pour nous montrer l'endroit où le périmètre du risque de Touma. Si on avait mis plus loin, alors on aurait été mahmir et on aurait empêché les gens de circuler librement. Donc on a mis seulement à la délimitation du terrain pour ne pas que les gens se disent peut-être le terrain continue plus loin. Même qu'il y a un médecin, même que la terre remonte, peut-être ça continue plus loin. Donc on a mis de la chaux juste à l'endroit de la délimitation du terrain pour que les gens puissent circuler librement autour de ce terrain. Alors, dans la Mishnah, on avait dit Veyotzin ala kilaim. On a dit que les shluché beddin, les envoyés du beddin, ils sortent pendant Chol HaMoed
même pour vérifier les champs, si on n'a pas planté des kilaïm. Donc deux végétaux qui sont différents, on n'a pas le droit de les planter ensemble. À quelle distance? Alors, ouais, il y a des halachot dans les chot kilaïm. On avait vu la parcelle, une certaine dimension de parcelle où on pouvait faire planter 5 sortes de végétaux différents qui étaient en sorte de cubes comme ça en damier. On avait la possibilité, parce qu'on s'était assuré qu'ils n'allaient pas se toucher. Donc il y a des halachot précises en fait pour kilaïm. Alors la Gemara demande, kilaïm bechulo shel moed nafkinan. C'est en plein milieu de Chol HaMoed qu'on a que ça à faire de sortir pour vérifier les champs qu'il n'y a pas kilaïm. Ou minhu, voici qu'on a une Mishnah dans Shkalim Perek Aleph Mishnah Aleph, le début de la Masechet, le tout début de la Masechet, on dit Be'echad be'ada mashmi'in ala Shkalim ve'ala kilaïm. On voit que c'est Rosh Chodesh Adar qu'on proclame au Bnei Israël le renouvellement de la mitzvah de Machatzit HaShekel et aussi de prévenir les gens qui doivent arracher les mauvaises pousses dans leur champ, c'est-à-dire lorsqu'il y a deux végétaux qui sont ensemble, il faut arracher un des deux, parce que le premier Adar, déjà on reconnaît ce qui est en train de pousser. Ça concerne les arbres également. Alors là, pour le moment, on parle des champs, d'accord, les kilaïm dans les champs. Dans les arbres, c'est autre chose, c'est déjà un plus grand travail de la greffe entre deux arbres. Ça c'est deux espèces d'arbres. Voilà. Ça aussi, bien sûr, il ne faut pas que les racines se touchent. Mais c'est pas les mêmes distances que pour les végétaux qui poussent dans le sol en fait. Donc et aussi on voit que pour Kilaïm, c'est Rosh Chodesh Adar. Nous on nous dit Chol HaMoed. Et en fait la Braïta elle continue là-bas. C'est la Mishnah en fait là-bas elle continue. Bachamisha Asarbo, le 15 Adar, Korin et Amegila Bakrachim, Veyotim les Kavet et Adrachim, ou les Taken à Rechovot. Donc le 15 Adar, on lit la Megillah donc dans les villes entourées de murailles, et on sort pour enlever toutes les ronces, qui sont sur les routes et qui peuvent blesser des gens, ou les Taken à Rechovot, on arrange les rues qui se sont abîmées pendant la période des pluies, pour tout ça à Yerushalayim, pour que les gens, c'est-à-dire les routes qui amènent à Yerushalayim, pour que les gens qui vont venir pour la fête, à Pessah, ils vont pouvoir emprunter des routes potables. Vela mode à mikvaot, et on mesure à nouveau les mikvaot pour vérifier qu'il y a 40 CA dans chaque mikvé, parce que les gens sur la route se trempaient au mikvé pour arriver à Yerushalayim Betahara. Veosim kol tzorkei rabim, et on fait tout ce que tous les besoins du tzibour. Et c'est quoi tzorkei rabim? C'est de juger tous les litiges financiers, dîner makot, dîner nefashot, tout ça, ashkat, sota, brûler la vache rousse. Tout ça, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Et donc, même que c'est des dînines concernant des particuliers, mais ça s'appelle le tzorkei tzibour. Parce que tout ça, c'est ou bi'arta ara mikirbecha. Ou metzaïnin et takvarot. Donc c'est ça, ce point qui nous intéresse, c'est qu'on signalise les tombes avec de la chaux, pour pas que les gens marchent dessus. Veyotin ala kilaïm, et donc les shluchei beddin sortent pour vérifier les champs et arracher lorsqu'ils sont en présence de kilaïm. Donc on voit que de cette Mishnah, c'est le 15 Adar. Et nous, notre Mishnah, on nous dit c'est seulement Chol HaMoed. Beaucoup plus tard, Chol HaMoed Pessah par exemple. Rabbi Elazar et Rabbi Yossi bar Chanina. Et ils répondent Chad Amar kan bevachiz, kan beafil. Alors, une première réponse qui est donnée, c'est que la Mishnah dans Shkalim qui nous dit qu'on sortait le 15 Adar, elle parle de Bachir. Bachir, ça veut dire quelque chose qui pousse très tôt. Et donc, en Adar, déjà, on reconnaît ce qui se passe sur le champ, et on voit s'il y a kilaïm ou pas. Parce que c'est des végétaux qui poussent tôt. Kan be'afil. Et quand nous, dans notre Mishnah, on a dit que les shluchei beddin sortent à Chol HaMoed, c'est pour quelque chose qui tarde à pousser. Et donc, c'est pour ça que les shluchei beddin, s'ils sortaient pour ces choses-là le 15 Adar, ils se seraient aperçus de rien. Et donc, c'est en plein milieu de Chol HaMoed qu'il
ils vont observer ces champs pour voir s'il y a des kilaïm qui poussent là-bas. Donc ils ressortent en fait à Chol HaMoed. Vechad Amar, et l'autre réponse, qui est amenée entre Rabbi Elazar et Rabbi Yossi bar Hanina, Kan Bizraim, Kan Beirakot. Donc quand on dit dans Mishnah d'Ashkalim qu'on sort le 15 Adar, c'est pour des récoltes qui poussent dans le sol et des céréales. Donc déjà en Hadar on reconnaît qu'il y a des kilaïm. Mais dans notre Mishnah quand on dit que c'est Chol HaMoed, on parle des légumes qui en fait on sème les graines de ces légumes plus tard en été. Et donc en fait pour que ça soit prêt en été. Et donc en Hadar, c'est pas encore le moment de s'apercevoir s'il y a kilaïm ou pas. Donc c'est pour ça que pour les Seyérakot, qui sont plus tard que la Tvoua, les céréales, les Shluchei Beit Din ressortent à Chol HaMoed. Quand on parle de kilaïm, c'est le blé et la vigne, non? Ouais, mais ça peut être pour plein de choses. Il peut y avoir le blé et la vigne pour les végétaux, mais c'est-à-dire même pour des légumes, si tu mets ensemble deux sortes de légumes, alors tu prends le risque que les racines vont se mélanger, donc c'est kilaïm. Amar Rabbi Yassi Amar Rabbi Yochanan, lo shanu, et la she'en nitzan nikar. Aval nitzan nikar, yotzin alehem. Donc Rabbi Yassi nous dit au nom de Rabbi Yochanan que des fois on sort, les Shluchei Beit Din sortent pour vérifier les kilaïm avant ces zmanim qui ont été mentionnés dans notre Mishnah. Donc des fois même avant le 15 Adar ou avant Chol HaMoed Pessah. C'est quand? C'est quand on est dans une situation où le fruit n'est pas encore visible. Et donc on ne peut pas vérifier s'il y a de kilaïm ou pas. Mais si le fruit est déjà visible, alors on sort tout de suite, on n'attend pas le 15 Adar ou le Chol HaMoed Pessah pour aller vérifier. Tout ce que notre Mishnah nous a donné des dates comme le 15 Adar ou Chol HaMoed Pessah, c'est pour nous dire que c'était en général à ces périodes que les Shluchei Beit Din sortaient, parce que c'est en général où il y a le plus de fruits qui sont visibles à ces périodes-là. Mais s'il y a d'autres fruits qui sont visibles plus tôt, alors le Beit Din sort plus tôt. Maïshna Bechul Oshem Moed Benafkinan. La Gemara demande alors pourquoi à Chol HaMoed, c'est d'Afka Chol HaMoed qu'on sort pour vérifier, et pourquoi on n'a pas dit 2 ou 3 jours avant le moment, avant Chol HaMoed, c'est-à-dire pour nous dire à partir du moment où le fruit est reconnaissable. 2-3 jours avant Chol HaMoed, il est déjà reconnaissable. Pourquoi on a besoin de sortir pendant Chol HaMoed? Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Srar Peroula de Mozli Gaban. Rabbi Yaakov nous dit au nom de Rabbi Yochanan, pourquoi? Parce que par le mérite des agriculteurs qui sont en train d'arracher les Kil'aïm, Mozle Gaban, alors pendant Chol HaMoed, ils coûtent moins cher parce que ils sont pas en activité. Donc le fait de prendre des poalim qui vont enlever les racines de Kil'aïm pendant Chol HaMoed, ça coûte moins cher. Alors c'est vrai que normalement on n'a pas le droit de faire une mélacha, même les tzorkei rabim pendant Chol HaMoed, mais pourquoi on a permis? Le Gaon dit parce que c'est justement pour le sachar des poalim. Si on peut pour pas leur enlever de leur parnassa. Amar Azvid veitema Rav Mesharshia shma mina ki yavinan lehu sachar mitrumat alishka yavinan lehu. Donc Rav Zevin nous dit, il y en a qui disent que c'est Rav Mesharshia, que de ce qu'a enseigné Rabbi Yochanan, alors quand le Beit Din paye ces agriculteurs qui sont chargés d'aller arracher les pousses de Kil'aïm dans les champs des gens, alors comment on les paye? Avec l'argent de la Lishka. Donc c'est quoi l'argent de la Lishka? C'est l'argent qui a été prélevé du Machatzit HaShekel pour acheter les korbanot. Cet même argent va servir à payer ces poalim qui vont arracher les pousses de Kil'aïm. Parce que si tu voudrais penser que c'est les propriétaires des champs eux-mêmes qui doivent payer le sachar, alors quel est l'intérêt qu'on fasse payer moins cher pendant ces périodes de Chol HaMoed?
Au contraire, eux, ils vont louer des employés pour arracher les kilaïm dès que le fruit va être reconnaissable. Kol kama debaou liten lehu, et n'importe quel salaire que les employés voudront recevoir, ils leur donneront. On devrait donc pourquoi? C'est-à-dire, si c'est les propriétaires qui payent, alors au contraire, on voudrait qu'ils payent plus cher pour que ça les dissuade de faire kilaïm. Parce que s'ils savent que c'est eux qui vont devoir payer, alors au contraire, on va faire payer encore plus cher le prix de ce travail des poralim, justement pour dissuader encore plus les propriétaires. Donc de là, tu vois que puisque on les paye pas cher, tout ça, c'est parce que c'est payé avec l'argent du tibour et pas des propriétaires. Donc, hein? Ouais, il y en a qui pouvaient. Donc la police était là pour vérifier qu'il n'y ait pas de transgression. Ve'ad kama. Alors c'est quoi le chiour qu'on considère qu'il haïm et qu'il faut donc arracher une des deux plantations? Amar, voilà, c'est votre question. Amar Ashou el Baritzak ke'ota sheshaninu. C'est comme on avait enseigné dans Masechet Kilaïm, Perekbet Mishnah Aleph, Kol Se'a sheyesh ba rova zera mimin acher yema'et. Donc tout terrain qui donne une CA de fruits, de récolte, et dans ce terrain c'est mélangé un quart d'un cave d'une autre sorte. Alors, c'est donc un quart de cave, c'est un log qui est un 24e de CA. Donc une CA c'est shisha kabine et un cave c'est 4 lougin. Donc un quart de cave c'est donc un loug. Et un loug c'est donc un 24e de CA. Donc s'il y a un 24e d'une autre sorte dans ce terrain, on est en présence de kilaïm. C'est pas beaucoup. Donc bien sûr, qu'est-ce qu'on arrache? Le min hamouat, d'accord, la sorte de légumes qui est minoritaire, qui est ce 1/24e. Ve'atan yahitkin ou sheyu maskirin kol asade kula. L'Agmara nous dit, mais on a enseigné dans une braïta que Chachamim nous ont fait une takana que les shlouché beddin, lorsqu'ils s'aperçoivent qu'il y a un terrain qui est en kilaïm, alors pour pénaliser les propriétaires de ce terrain, ils rendent hefker tout le champ. Pas ils arrachent les pousses et tout le reste c'est permis. Alors comment Rav Shmuel Bar Yitzhak nous dit que voilà, on diminue l'okashia. Kan kodem takana, kan leachar takana. Agmar nous dit effectivement, la Mishnah dans Kilaïm qui nous dit que les shluchim juste ils étaient en train de diminuer la proportion de Kilaïm dans ce terrain pour pouvoir descendre à moins que 1/24e. Ça c'est avant la takana que Chachamim ont institué que tout le terrain il va être hefker. Après la braïta qui nous dit que le terrain est rendu hefker, c'est après la takana des Chachamim. Des Tanya, voici c'est l'ordre des choses, il est raconté dans cette braïta. Barishona, au tout début, Hayou Okrin, donc les shluché bedim quand ils s'apercevaient qu'il y avait Kilaïm, ils arrachaient. Umashlichin ifne behemtan. Et ils jetaient tout ce qu'ils avaient arraché devant les animaux de ce Baal Hasadeh pour que les animaux ils mangent ça et qu'on ne va pas réutiliser parce qu'on n'a pas le droit de tirer profit de Kilaïm. Alors voilà. Kil Ezraïm, dans Kilaïm, c'est Moutar Be'ana'a. Donc quand c'est qu'ils faisaient ça, ils donnaient aux animaux, quand ça a été Mitaref Beshogeg. Quand c'était Beshogeg, le propriétaire il n'a pas fait attention, quand il a semé les graines, il y avait d'autres graines qui étaient mélangées, et quand ça a poussé, on s'aperçoit qu'il y a Kilaïm. Alors là, le knas n'est pas aussi grand, on lui permet que ces animaux puissent manger de ces végétaux. Donc les propriétaires des terrains étaient doublement contents. Premièrement, parce que on leur travaillait le champ, on leur enlevait ce qui était mauvais dans le champ, gratuit, puisque quand on enlève Kilaïm, en même temps on enlève les mauvaises herbes, donc le terrain était super gratuitement, ils avaient le travail de ce terrain d'enlever les mauvaises herbes. Et en plus de ça, on donnait à manger aux animaux.
Donc c'est pour ça qu'ils ne faisaient pas très attention à ce qu'ils plantaient. Parce qu'ils ont dit maximum, si j'ai Kilaïm, le Bedin va me solutionner tout ça. Itkinu, Sheyehu, Okrin ou Mashtichin aladrachim. Alors Chachamim, ils ont fait une takana, ils ont dit on arrache les pousses de Kilaïm, on les donne plus à manger aux animaux, on les jette sur la route. Pourquoi ? Pour que les gens, les propriétaires du terrain, c'est eux qui vont devoir arranger la route parce que on leur a mis ça sur la route. C'est eux maintenant qui sont responsables. S'il y a quelqu'un qui a un dommage à cause de ces végétaux qui sont comme ça jetés sur la route, c'est lui qui va être hayav. Donc c'est eux qui devaient ramasser. Mais ils étaient au moins contents qu'on avait nettoyé leurs champs des mauvaises herbes. Alors itkinu chez Yehu maskirin kol hasadekula. Alors Chachamim ont fait une takana que pour que les gens soient un peu plus sérieux au niveau des halachot de Kilaïm, d'accord, que pour qu'ils soient sérieux, on a fait la takana que tout le terrain où on a trouvé des Kilaïm, il sera hefker. Et là, ils vont perdre beaucoup d'argent. Ouais, il enlève, c'est-à-dire n'importe qui peut rentrer dans le champ pour récolter. C'est plus un terrain privé. La Mishnah nous dit comme ça. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Moshrin et Amaim, mais ilan le ilan, ou bilvad shelo yashket kol hasadeh. Alors, on avait dit dans la Mishnah plus haut qu'on avait le droit d'irriguer un terrain pendant Chol HaMoed, mais pas n'importe quel terrain. On avait dit Sadeh Bet HaShlachim, un terrain qui ne se suffit pas des eaux de pluie, il faut à part ça l'irriguer. Et pourquoi on avait permis de faire ça pendant Chol HaMoed ? Parce que c'est une mélacha que si on ne la fait pas, le terrain va perdre. D'accord ? Ce qu'on a le droit de faire Chol HaMoed, c'est pour empêcher une perte, pas pour gagner un gain. Et dans la Gemara, on va expliquer que donc un terrain normal, qu'on appelle Beta Baal, qui se suffit des eaux de pluie, lui on n'a pas le droit de l'irriguer pendant Chol HaMoed, parce que si on fait ça, c'est qu'on montre qu'on a envie d'avoir un bénéfice, de tirer un bénéfice encore plus grand de ce terrain, et ça on n'a pas le droit. Mais on avait vu que c'était pas d'après tout le monde, que d'après Rabbi Meir, on avait même le droit, pendant Chol HaMoed, d'irriguer un terrain normal. Alors la Mishnah maintenant va nous expliquer dans quel cas on a le droit d'irriguer un terrain pendant Chol HaMoed. Alors Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit que Moshrin et Amaim, ça veut dire quelqu'un par exemple qui a un terrain, un champ, où il y a des arbres, et à côté du champ il y a de l'eau. Alors pendant Chol HaMoed, il a le droit de faire un sillon pour pouvoir acheminer l'eau vers les arbres. Mais ilan les ilan, pour que l'eau va pouvoir passer d'un arbre à un autre arbre. Pourquoi ? Parce que les arbres sont considérés comme un sadeh bet hashlachim. Si on les arrose pas régulièrement, alors ils vont pas donner beaucoup de fruits, et donc là il va y avoir un excès de méroubé. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de les irriguer, les nourrir pendant Chol HaMoed. Ou bilvad shelo yashke et kol hasadeh. Mais à condition que ces sillons qu'il va faire, c'est juste pour les arbres et c'est pas pour irriguer tout son champ. Rabbi Eliezer ben Yaakov nous donne une autre halakha. Zeraim shelo shatou lifnei hamoed lo yashkem bamoed. Donc des végétaux qu'on fait pousser et qu'on n'a pas irrigués avant Chol HaMoed, c'est pas la peine de se réveiller pendant Chol HaMoed pour commencer à les irriguer. Parce que si tu l'as pas fait jusqu'à présent, c'est que c'est pas tellement urgent et donc c'est pas la peine de commencer à le faire pendant Chol HaMoed. Vacharei matirim basé ou basé. Et Chachamim sont cholkim. Ils permettent d'irriguer le champ et même d'irriguer un champ où il y a des végétaux qu'on n'a pas nourris, qu'on n'a pas arrosés avant Chol HaMoed. Parce que pour eux, Chachamim, tant que cette irrigation n'est pas là pour faire gagner un bénéfice, mais n'est là seulement pour se protéger d'une perte, d'accord ? Alors c'est permis. Même si on aurait pu le faire avant Chol HaMoed,
Du moment où ce que tu veux faire maintenant pendant Chol HaMoed, c'est pas pour gagner quelque chose, c'est juste pour empêcher une perte, alors tu peux le faire pendant Chol HaMoed. Ça c'est la marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachamim. Chachamim sont plus Mekel. C'est d'accord pour les Zraïm. Voilà, pour les Zraïm que tu aurais pu quand même commencer à arroser avant Chol HaMoed, et que même si tu l'as pas fait, tu peux le faire pendant Chol HaMoed. Alors, la Gemara nous dit Amar Rav Yehuda, Imaïta Sade Metunenet Mutar. Donc, si ce champ, il était humide, comme de la boue, et ensuite il a séché, alors même que c'est un champ de bête à Baal, qui normalement se suffit des eaux de pluie, on aurait le droit de l'arroser pendant Chol HaMoed, même d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi? Parce que puisqu'il était humide jusqu'à maintenant, si maintenant tu le laisses se sécher, c'est là où il va avoir de la perte. Donc, du fait que il était humide jusqu'à maintenant, même d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'on est en présence d'un Sdeh à Baal, un champ normal, on aurait le droit de l'arroser pendant Chol HaMoed. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui vient confirmer ça, comme Rav Yehuda, Keshe Amrou Asur Leashkotam Bamoed, quand Chachamim ont dit qu'on n'a pas le droit d'arroser les terrains pendant Chol HaMoed, Lo Amrou et la Bizraim chez Lo Chatou Milifne HaMoed. Donc Chachamim n'ont parlé seulement de végétaux, qu'on n'avait pas l'habitude de les arroser avant la fête. Aval, donc avant Chol HaMoed. Aval Zraim chez Chatou Lifne HaMoed, mais si c'était des végétaux qu'on avait arrosés avant la fête, Moutar Leashkotan Bamoed, on a le droit de continuer à les arroser pendant la fête. Parce que si on les arrose pas pendant la fête, on va avoir un F7. Donc là, quel que soit le type de champ, même si c'est un champ normal. Veimaïta Sademetu Nenet Moutar. Et si c'était un champ qui était humide avant la fête, alors on a le droit de le nourrir encore pendant Chol HaMoed pour pas qu'il y ait un F7. Donc on voit que c'est comme Rav Yehuda, que quand on est en présence d'un terrain qui était déjà humide avant la fête, alors même d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, on aurait le droit de l'arroser pendant Chol HaMoed. Ve'en mashkim sedegarid bamoed. La braïta continue, elle nous dit, on n'a pas le droit d'arroser un terrain garide. Garide, c'est qui est tout le temps sèche, aride. Garide, aride, ça ressemble, d'accord? Bamoed, pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que si c'est un terrain aride, il n'a pas besoin d'être arrosé. D'accord? Il se suffit de ce qu'il a à l'intérieur du champ. Va Chachamim matirim bezé ou basé. Et Chachamim n'en permettent ça veut dire, soit dans des terrains qui n'ont pas été arrosés avant la fête, on peut quand même commencer à les arroser pendant la fête, soit que c'est un terrain qui est aride, qui normalement n'a même pas besoin d'être arrosé, on a le droit de le faire. Pourquoi? Parce que d'après Chachamim, on a le droit d'arroser un terrain, même si c'est pour le rendre meilleur. Ça veut dire pas seulement si on veut éviter une perte, mais même pour le rendre meilleur, on a le droit d'après Chachamim. Amar Ravina, Shmarmina, Hay Tarbitsa, Charel et Tarboutse, Bechula de Moada. Donc Ravina nous dit de ce qu'on voit de Chachamim, qui nous ont autorisé à arroser un terrain aride pendant Chol HaMoed, alors Tarbitsa, donc c'est un terrain en fait où il y a des légumes qui poussent, un potager exactement. Et Rashi et Nimko Youssef expliquent que en fait Tarbitsa c'est le potager qu'on a derrière la maison. D'accord? On a toujours un petit potager. Ça, c'est ce qu'on appelle tarbitza. Et pourquoi on faisait pousser des légumes là-bas? Pas seulement parce qu'on en avait besoin pour que ça soit pratique de les avoir sur place. C'est pour des fois rendre le tour c'est-à-dire le bord de la maison joli, d'avoir des choses qui poussent là-bas, et aussi pour des bonnes odeurs. Et comme les murs de la maison amènent toujours de l'ombre sur le terrain, et que les légumes ont besoin d'ombre sur le terrain pour pouvoir bien pousser, alors c'est pour ça qu'on faisait toujours un potager derrière la maison. Et comme il y a de l'ombre, on n'a pas besoin de beaucoup arroser. Parce que pourquoi on a besoin d'arroser? Pour éviter l'assèchement du sol. Et quand il y a de l'ombre, le sol est toujours plus ou moins humide. Donc c'est pour ça qu'on faisait toujours un potager derrière la maison. Et donc c'est pour ça qu'on a le droit c'est-à-dire on a besoin de l'arroser qu'une fois de temps en temps. Donc dans ce cas, Tarbitsa, on aurait le droit de l'arroser pendant Chol HaMoed. Même qu'on est en présence d'un terrain qu'on n'a pas besoin d'arroser tous les jours, il y a de l'ombre, d'accord? On a le droit, d'après Chachamim, c'est d'égarir, puisque d'après Chachamim, un terrain aride, Maïta Ama, pourquoi on a autorisé de l'arroser pendant la fête?
pendant Chol HaMoed, des afla meshavela harfa. Ça veut dire que le fait d'arroser, ça permet à la récolte qui pousse tard, afla, on avait dit c'était... Hein? Non, Amar Avina, Shmamina, Haïtar Bitsachar et Létar Bitselechoula de Moada, c'est des garides. Maïtama, pourquoi le champ aride on a le droit de l'arroser? Des afla meshavela harpa. Achanami, afla meshavela harpa. Donc ça veut dire, pourquoi un terrain aride on a le droit de l'arroser? Parce que grâce au fait qu'on a arrosé, ce qui tarde à pousser va pousser plus vite. D'accord? Et donc, ici on n'est pas dans Meni'at Efsed, puisque tu laisses le temps qu'il faut pour pousser. Là tu veux avoir un révar, tu veux que ça pousse plus vite. Et pourtant on t'a permis. Alors pareil ici aussi, dans le petit potager qu'on a derrière la maison, que de toute façon ça va prendre le temps de pousser ce qu'on a besoin, il y a assez d'ombre, donc on n'a pas tellement besoin d'arroser, pourtant on nous permet pour que ça fasse pousser plus vite. De la même manière que pour le terrain aride, on a permis de faire pousser pour que ça aille plus vite, alors ça pousse plus vite, pareil pour le potager de derrière la maison. Tanoura Banan, Marbitin, c'est de la vanne bashvi'it, avaloba moed. Chachamim nous enseigne dans la Braïta qu'on a le droit, donc, alors, Harbatsat Asadeh, c'était un des travaux du champ. Alors, on a le droit de comment dire, les arbitres, un terrain, on va voir, hein? Comment ils allaient parler à Maïm? C'est-à-dire? Comment ils allaient parler à Maïm? Donc on mettait juste de l'eau léger, juste rafraîchir. Arbitre, on dit rafraîchir un terrain, même si on ne fait rien pousser pendant la shemitah là-bas, mais au moins pour qu'il soit un peu vivant le terrain, on a le droit un peu de lui mettre de l'eau. Et c'est des lavanes, c'est quoi c'est des lavanes? Un champ blanc, ça veut dire un champ normal, c'est pas un champ qui a besoin de pluie, ça veut dire d'irrigation à part les eaux de pluie. Donc ça on a le droit de le faire pendant la shemitah, mais pas pendant Chol HaMoed. La Gemara demandera, Ve'atania marbitzin ben bamoed ben bashvi'it. Voici qu'il y a une braïta qui nous dit qu'on a le droit de rafraîchir un terrain autant pendant le Chol HaMoed que pendant la shemitah. Amaravuna lokashia. Ha Rabbi Eliezer ben Yaakov, ha Rabbanan. Dit quand la braïta nous dit qu'on n'a pas le droit de faire ça pendant Chol HaMoed, c'est d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. Vous vous rappelez, il avait dit que ce qu'on a le droit d'arroser pendant Chol HaMoed, c'est seulement pour éviter un Efsed. Et on avait dit, et encore, quand il veut arroser d'un arbre à un autre arbre, faire passer le sillon, c'est seulement pour les arbres, mais à condition que tu arroses pas tout le champ. Donc il était plus mahmir. C'est pour ça que là, il a dit qu'on n'a pas le droit de rafraîchir le champ. Mais Chachamim, qui avait permis de faire ça pendant Chol HaMoed, alors c'est pour ça qu'ils permettront de rafraîchir le champ pendant Chol HaMoed. Tanya Idach, Marbitin Tzedei Lavan Erev Shvi'it, Kedesh Yetzu Yerakot Bashvi'it. Donc il y a une autre braïta qui nous dit qu'on a le droit de rafraîchir un champ normal Erev Shvi'it, donc avant le début de la Shemitah, Kedesh Yetzu Yerakot Bashvi'it, pour qu'il y a des légumes qui vont pousser pendant la Shemitah. Vélo Od, et pas seulement ça, et là chez Marbitin Tzedei Lavan Bashvi'it, Kedesh Yetzu Yerakot Lemotza Shvi'it. On a le droit de rafraîchir un terrain pendant l'année de Shemitah, c'est d'après Chachamim en fait, pour qu'il y ait des beaux fruits qui poussent, après des légumes qui poussent, les Motsai Shvi'it pendant la 8e année, l'année qui succède à la Shemitah. Donc ce qu'on n'a pas le droit en fait, c'est de rafraîchir un terrain pour que, pendant la Shemitah, pour que les fruits qui vont pousser, ou les légumes qui vont pousser dans ce terrain pendant la Shemitah, ils sortent bien. Ça on n'a pas le droit parce que ça tu tires un intérêt directement pendant l'année de la Shemitah. Et on n'a pas le droit. Ce qu'on a le droit c'est de faire une année avant pour l'année de la Shemitah, ou pendant la Shemitah pour l'année d'après. Maintenant la Mishnah nous parle des melachot qu'on a le droit de faire pendant Chol HaMoed et pendant la Shemitah. Alors, Sadin et Ishut, Veta Achbarim Misdeh Ha'ilan, ou Misdeh Halavan, Kedarko Bamoed, Vebashvi'i. Donc, Tanakama, il nous dit qu'on a le droit de chasser le Ishut, c'est une sorte de reptile, une taupe. Ouais, la Gemara va nous expliquer ce que c'est Ishut. Puisque c'est Tin Shamet, la taupe, ouais, elle a pas des yeux. Ve'eta achbarim, donc des belettes, des rats, d'un terrain
où on fait pousser des arbres, ou un terrain lavane, c'est des lavanes, donc c'est un terrain où on fait pousser de la récolte, Kedarko, comme on a l'habitude de le faire toute l'année, pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que ces animaux, ils abîment les terrains. Et donc pendant la Shemitah, pareil, on a le droit. Ah, tu arranges le champ, on n'a pas le droit de travailler le champ, mais au moins tu préserves en fait le champ de ne pas s'abîmer. Va Chachamim Omrim, Chachamim Sochokim dit Misde Ailan Kedarko. Donc un terrain où on fait pousser des arbres, alors oui, on a le droit. Misde Alavan, Shelo Kedarko. Mais un terrain où on fait pousser des céréales, des récoltes, alors ça, il faut le faire avec un chinouille. Pourquoi? Parce que dans un terrain de récolte, ils ne font pas autant de dégâts que dans un terrain où il y a des arbres. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire béchinouille, d'après Chachamim. Ou mekarin et apirtsa bamoed, ou bashvi'id boné kedarko. Et donc, lorsqu'on a une barrière de terrain qui est tombée, alors on a le droit de boucher l'endroit qui est de la barrière qui est tombée pendant qu'on la moette, pour pas que ces petites belettes elles rentrent dedans, ou bashvi'id boné kedarko. Et maintenant, s'il est pendant la Shemitah, alors même qu'il n'a pas le droit de travailler le terrain, mais il a le droit de construire normalement une barrière autour de ce terrain, pour pas que ce terrain soit infesté d'animaux comme ça qui... Voilà, pendant la Shemitah, on a le droit carrément de construire pour pas que les gens se mettent à se balader dans ton champ et vont l'abîmer. La Gemara nous dit Maï Ishout, donc c'est quoi cet animal Ishout? Amar Rav Yehuda, Bria Shein la Enaim. C'est une créature qui n'a pas d'œil. Et donc elle creuse tout le temps dans le champ. Et donc elle abîme le champ. Amar Rava bar Ishmael, Veitema Rav Yemar bar Shelamia. Maïkera kemo shablul temes yahalor nefel eshet bal chazou shamesh. Donc d'ailleurs c'est un passouk qui est utilisé dans Perek Shira, le shabloul. Donc c'est quoi le passouk qui nous dit Rav Yemar bar Shelamia, qui nous donne une indication qu'il n'a pas d'œil, cet animal? C'est pour nous dire que de même que le shabloul, quand il sort de... Comment on dit le shabloul? La limace. Quand il sort de ça, donc sa coquille, il va sur le sol, il y a une humidité qui passe sur le sol. Alors pareil, la Ishout, comme elle ne voit pas le soleil, alors elle tombe et elle meurt. Elle ne voit pas. Donc ça veut dire que de même que la limace, il laisse une trace, et que quand il a plus cette humidité, il meurt. Alors pareil le Ishout. Kemlo Shabloul Temesia alors Nefel Eshet, c'est là le mot Eshet, Bal Chazou Shamesh, il ne voit pas le soleil. Donc de là on voit en fait que le Eshet ne voit pas le soleil. Tanou Rabanan, Tzadin et Aishut vet Achbarim Misde Alavan ou Misde Ailan Kedarko. Chachamim nous dit dans la Braïta, on a le droit de chasser donc cette taupe et les rats d'un champ où Misde Alavan, donc un champ de récolte, et Misde Ailan Kedarko. Comme on a l'habitude, pas comme on avait dit plus haut que pour le champ de récolte, on le fait béchinouille parce qu'on n'en a pas trop besoin. Umachrivin Choren et Malim, et on a le droit de détruire des nids de fourmis dans les champs, parce qu'ils abîment les récoltes. Ketzad, Macharivin, comment on les tue ces insectes? Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mevi Afar Mechorze, Venoten Letor Chorze, Ven Chonkin Ze Edze. Donc il amène de la terre d'un trou et il met d'un autre endroit, et donc les fourmis, elles sentent cette terre, et comme elles ne connaissent pas cette terre, c'est notre odeur pour elles, alors elles s'étouffent. L'une elle étouffe l'autre. Ouais. Amar Rav Yemar bar Shelamim Yushmed Abaye ve'u dekae bitre ivre nahara. Il dit quand tu amènes de la terre d'un autre endroit, il faut que tu l'amènes carrément de l'autre côté du fleuve. Parce que les fourmis, elles connaissent toutes les odeurs d'un côté du fleuve. Elles ne traversent pas le fleuve.
Donc si tu amènes de la terre de l'autre côté du fleuve et tu poses là-bas, alors elles vont pas être habituées, elles vont s'étouffer. Ve'ou deleka gishra. Et bien sûr, il faut pas qu'il y ait un pont entre, parce que sinon les fourmis elles passent le pont. Ve'ou deleka gamla. Alors, et à condition aussi que il n'y a pas, gamla ici c'est une sorte de planche de radeau qui fait le passage entre les deux rives du fleuve. Parce que s'il y a un radeau, elles vont y aller là-dessus. Ve'ou deleka mitra. Et il faut aussi qu'il n'y a même pas une toute petite planche où il y a dessus une corde qui est attachée, une sorte de pont en bois comme ça avec des cordes, parce que sinon elles vont passer là-bas. Ad kama, ad parsa. Donc jusqu'à quand ces deux trous doivent être assez espacés pour qu'il y ait une tourellette à mettre ça dessus sur les fourmis pour pouvoir les tuer, il faut qu'il y ait jusqu'à une parsa. Si ça veut dire quoi? S'il y a moins qu'une parsa, même s'il y a un fleuve entre les deux, eh ben elles vont pouvoir passer d'un trou à un autre trou, elles font des tunnels pour pouvoir aller de l'autre côté et elles connaissent l'odeur aussi qu'il y a de l'autre côté.